Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Prime Politique. À l'accoutumée, nous recevons pour vous un acteur de la vie sociopolitique de notre pays pour écumer toutes les facettes de l'actualité de la semaine. Pour le compte de cette semaine, nous sommes avec un acteur politique bien connu du landerneau politique de notre pays, Monsieur Fred Huenou. Bonjour à vous. Bonjour Stan, Merci d'avoir accepté notre invitation par ici. c'est moi qui suis honoré d'être Hum, avec vous hum, et je salue tous les internautes, hum. tous ceux qui nous suivent Ouais. depuis votre plateforme. Exactement, merci beaucoup. Vous êtes acteur politique, je l'ai dit, membre du bureau politique du parti Bloc républicain qui soutient les actions du chef de l'État. C'est bien cela. Tout à fait. Hmm. D'accord. Alors, dans cette émission, on parlera inévitablement, ça vous le savez, de l'affaire de tentative présumée de coup d'État qui a défrayé la chronique depuis quelques jours déjà. On a connu le verdict déjà après leur présentation au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Les sœurs Olivier Bocor et Oswald Omeki ont passé une première nuit en détention. On va en parler certainement. On reviendra aussi, si le temps nous le permet, sur l'actualité de notre invité. Fred Renaud, c'est un acteur politique depuis plusieurs années. Il a connu des succès et des échecs. On en dira un mot. Et puis, on parlera d'autres sujets comme la vie des citoyens béninois, la cherté de la vie, l'école et bien d'autres choses si vous en avez convenance. Fred Renaud, on va démarrer par le premier sujet qui fait l'actualité depuis plusieurs semaines. Affaire de tentative de coup d'État. Est-ce que vous y avez cru déjà? Mais oui, moi je suis républicain, Hum, je fais confiance aux institutions de la République. hum, J'ai écouté le procureur spécial de la Criette le 25 septembre dernier hum, à sa conférence de presse. hum, Et j'y ai cru parce que je pense que nos institutions sont là pour nous protéger. hum, Et donc, les institutions n'ont aucun intérêt à mentir. Donc, hum, voilà, moi, j'y ai cru et j'ai d'ailleurs condamné. J'ai hum, été l'un des premiers citoyens hum, béninois à avoir condamné. Je n'ai pas condamné parce que j'estimais que les gens étaient coupables, mais j'ai condamné parce que j'ai acquis depuis des années la conviction que nous sommes un peuple identitairement réfractaire aux solutions simplistes hum, et brutales de dévotion du pouvoir d'État. hum. Et donc, je pense que, il fallait condamner cela. Et donc, j'ai condamné Vous avez cet cru acte. que M. Olivier Bocor et M. Oswald Omeki ont pu fomenter ce coup contre l'État béninois? Écoutez, je- j'ai pensé Hum, que des citoyens béninois, ça aurait pu ne pas être M. Bokor ou hum, M. Oswald Koumeki. hum, J'ai pensé que c'est parce qu'ils ont pu le faire que la justice s'est saisie de l'affaire et que le hum, procureur spécial a pu parler de ça. hum, Donc, euh, je ne suis pas à la place de la justice, je ne hum, condamne pas, hum, mais je n'ai aucun intérêt hum, à dire hum, que c'est une invention de la part du procureur spécial. hum. Je n'ai pas de preuves pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de justice, parce que lorsque les situations se présentent, il appartient à la justice maintenant d'éclairer les uns et les autres et de dire le droit, de Hum, dire la vérité et de rendre justice. hum. Et je crois que le processus est en cours. C'est vrai qu'il y a une tribune, la vôtre d'ailleurs, à laquelle vous faisiez tout à l'heure référence, en date du 27 septembre 2024, où déjà dans le texte vous dites «J'accuse». Vous dites finalement, cette tentative de coup d'État nous aura-t-elle réveillé? J'espère qu'elle a réveillé la classe politique béninoise. Bon, vous avez repeint un peu le film, tout ce qu'on a suivi le mercredi en toute la journée. Est-ce que à la date d'aujourd'hui, si par exemple il advenait que la justice prononçait un non-lieu pour cette affaire, est-ce que cela ne représenterait pas un désaveu pour vous? Non, je crois que il y a une situation que nous vivons dans notre pays qu'il ne Hmm. faudrait pas que nous perdions de vue. Laquelle? Nous sommes en face de ce Hmm, qu'on peut appeler un délitement moral hmm, de notre société, notamment de ces élites, les hmm. élites politiques, intellectuelles comme économiques. Vous y compris, puisque vous êtes une élite aussi. Bien sûr, Stan. D'accord. La situation elle est générale. Hmm, Stan,
Écoutez, il ne faut pas que les embellis de ces dernières années nous empêchent de poser un diagnostic précis sur les ressorts usés de notre société actuelle. Notre société est traversée par le mercantilisme et par le fanatisme. Et ça fait qu'aujourd'hui, notre République vacille. Parce que cette histoire de tentative de coup d'État, ce n'est pas la première attaque contre la République. Les attaques contre la République dans notre pays depuis des années, ça existe, ça se voit. Les 1000 petites fêlures ont peut-être fini par créer aujourd'hui une grande fracture. Parce que de quoi s'agit-il, Stan? Allez-y, dites-nous. Ça fait longtemps que l'intérêt général est trop souvent méprisé dans notre pays. Que l'autorité de l'État est trop souvent bafouée dans notre pays. La faute à qui? La faute à la classe politique, la faute à notre société tout entière. J'ai dit tout à l'heure que ce qui traverse notre société aujourd'hui, c'est le mercantilisme. L'argent à tout prix et l'argent absolument, par tous les moyens. C'est le fanatisme. Les gens sont fanatiques au point où, aujourd'hui, on préfère prendre le parti des individus contre l'État. Et je dis, qu'on soit acteur politique, qu'on soit religieux, nos partis politiques, nos religions sont tous des communautés. Or, la République, ce n'est pas un ensemble de communautés, ce n'est pas une juxtaposition de communautés. Du moins, s'il y a une communauté, c'est la communauté nationale. Et quand la communauté nationale se fragilise, quand les lois républicaines sont fragilisées, lorsque l'argent et le fanatisme constituent l'intérêt de tout un chacun d'entre nous, on ne peut pas être à l'abri de ça. Dire que cela n'est pas possible, dire que c'est du mensonge, c'est ne pas avoir évalué quel est aujourd'hui le degré d'affaiblissement moral de notre pays. Moi, je ne l'ai pas dit et je ne sais pas si quelqu'un l'a dit à côté de vous. Non. Oui. En fait, vous me posiez tantôt la question de savoir pourquoi j'y ai cru. Tout à fait. Et je dis, j'y ai cru parce que je partage l'analyse et la conviction selon laquelle nous traversons une époque difficile dans notre pays. C'est que nous portons tous le mirage d'un progrès construit sur la défaite de l'autorité et sur le vide des repères. Et si vous suivez bien, lorsqu'on parle de tentative de coup d'État, de renverser l'ordre constitutionnel et de renverser le président de la République, avez-vous une idée claire? Avez-vous une idée claire de la position de l'institution qu'est le président de la République dans notre État? Le président de la République, au terme de la Constitution du 11 décembre 1990, il est l'élu de la nation. Il est l'arbitre entre toutes les institutions. Il est le dernier recours des Béninois. Et il est celui qui représente la continuité de l'État. Imaginez quelle irresponsabilité il y aurait à fragiliser une institution pareille. Et cette institution, elle est fragilisée depuis longtemps dans notre pays, tous les jours. Ce n'est pas quand des gens auraient entrepris des officiers de l'armée pour renverser le président, ce n'est pas ça le premier coup d'État. Le premier coup d'État contre notre République, contre nos institutions, c'est le bafouement de nos valeurs communes. Lorsque des partis politiques, des citoyens prennent le parti ou le côté de ceux qui sont en porte-à-faux avec la loi, contre l'État, critiquer nos institutions à longueur de journée, ce n'est pas de la démocratie. Cela participe à la fragilisation de notre État. Et si notre État est fragile, Stan, comment ça se passe? Non, on ne va pas critiquer, on va applaudir des pieds et des mains tout le temps. Non, il ne s'agit pas de refuser les critiques, mais il s'agit de faire la différence entre les critiques contre l'autoritarisme et l'autorité de l'État. La liberté, je suis pour une société de liberté, je suis républicain. Il n'y a pas de république sans liberté. Mais Stan, la liberté d'agir, de penser, il n'y a pas non plus de liberté sans responsabilité. Parce que la noblesse humaine, c'est que chacun soit responsable de ses actes. Une société qui pollue doit être responsable. Un dirigeant qui prend des décisions et qui s'avère
être un échec, doit pouvoir assumer. Stan, la responsabilité, c'est la noblesse de l'humanité. Mais à côté de la responsabilité, il y a quoi? Il y a forcément l'autorité. Saint John Pes dit, la démocratie, plus que tout autre régime, exige le respect de l'autorité. S'il n'y a plus d'autorité, s'il n'y a plus de repères, s'il n'y a plus personne pour arbitrer, s'il n'y a plus personne pour dicter le comportement, s'il n'y a plus personne, qu'est-ce que ce serait? Imaginez une salle de classe où il n'y a pas d'enseignant, où il n'y a pas de professeur. Chacun fait ce qu'il veut. Est-ce qu'une société comme ça peut se développer? Est-ce qu'une société comme ça peut se retrouver dans notre monde dans lequel nous sommes, qui est un monde de rupture? Et donc, ne pas croire ce qui est venu de l'institution, c'est en fait fragiliser davantage nos institutions. Stan, pour moi, être béninois, c'est accepter une entité collective qui préexiste à sa propre identité. Si nous rejetons cette entité collective, qu'est le Bénin? Qu'est l'état du Bénin? Si nous travaillons à fragiliser tous les jours cet état, à dénier à nos institutions le droit de réguler la vie en société, je crois que Stan, nous n'aurons plus de société. Oui, Monsieur Kouenou, vous êtes un acteur politique qui a quand même de la mémoire. Et quand on évoque ce sujet, il ne vous aura pas échappé que les Béninois se souviennent qu'il y a presque 10 ans, et dans les mêmes conditions, sous le régime du président Boni Yayi, il y avait une affaire de tentative de coup d'État, doublée d'une affaire de tentative d'empoisonnement. Et le premier qui était cité, le principal accusé à cette époque, n'était rien d'autre que Patrice Talon, à l'époque opérateur économique. Il était très ami avec Boni Yayi, qui était chef de l'État à l'époque. Et les Béninois se disent, après tout ceci, il y a eu un non-lieu, on sait tout ce qui a suivi, on ne va pas refaire l'histoire pour ceux qui nous suivent. Et donc, quand le même contexte revient, les Béninois se disent peut-être, est-ce qu'après, on ne va pas aboutir à un non-lieu? Vous parlez des institutions de la République. En son temps, Boni Yayi était une institution, il était président de la République. Ça aboutit à un non-lieu, malgré que le commissaire central d'alors, Louis-Philippe Houndéon, a exhibé des preuves. Tout ce qu'on a vu, les images sont encore là. Et donc, que dites-vous de ceux qui ont du mal à croire en une telle affaire, vu aussi, et là je vous relance sur la question, vu aussi la proximité avec le chef de l'État, des personnes qui sont citées dans une telle affaire? Stan, la justice a son langage. La justice, c'est des faits. Ce que vous appelez des preuves peuvent être des preuves aux yeux du profane que vous et moi nous sommes. Et à l'analyse, la justice pourra trouver, comme vous l'évoquiez, que ces preuves ne sont pas recevables. Je dis, reconnaître et condamner cette tentative de coup d'État, c'est d'abord donner la force à nos institutions. Cela ne préjuge pas du verdict final du procès. Ce n'est pas parce que nous condamnons d'abord par réflexe démocratique, par confiance en nos institutions républicaines. Parce que mettre en doute nos institutions, c'est fragiliser toute notre société. C'est ce que je veux que vous compreniez. Et les Béninois vous rappellent qu'il y a eu une affaire du genre, il y a presque 10 ans, qui s'est soldée par un non-lieu. Mais toutes les affaires ne se soldent forcément pas par des condamnations. Et c'est cela aussi qui montre la liberté et l'indépendance de notre justice. Parce que la justice, elle travaille avec le sang-froid. Elle analyse. J'ai écouté ce matin sur les réseaux sociaux l'intervention d'un des avocats des mises en cause qui disait que la justice, ce n'est pas la déduction, mais que ce sont des faits. Et donc, il se peut qu'au finish, on ait un non-lieu. Mais la question que vous me posiez n'est pas de savoir si a priori la prise de position pour condamner cette tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel n'est pas ou n'équivaut pas à une condamnation des prévenus. Non, pas du tout. Parce que c'est la justice qui dit le droit. Mais la question qui se pose, Stan, elle est celle-ci. Quelle société est-ce que nous voulons construire si nous décrédibilisons à longueur de journée nos institutions?
Sans la République, il n'y a pas de démocratie. Sans la République, il n'y a pas d'état de droit. Sans la République, il n'y a que l'état de la nature. Il y a que chacun compte sur sa force pour agir. La République, elle est là pour garantir à chacun sa sécurité, pour garantir à chacun ses droits. La République, c'est les devoirs de tous. Et les droits de chacun ne sont garantis que par les devoirs de tous. Si chacun exempte à ses devoirs, plus personne n'aura de droits. Alors, qui est-ce qui protège ces droits? Qui est le garant de ces droits? C'est l'État, les institutions, et au cœur de ces institutions, le président de la République. J'ai dit, il est le dernier recours des Béninois, il est la continuité de l'État, et il est l'arbitre de toutes les institutions. Est-ce que le chef de l'État peut se tromper en tant que personne humaine? Est-ce que l'institution qu'il incarne à l'aune de l'exercice du pouvoir, elle peut se tromper? Parce Oui, que, bien sûr. Le chef de l'État... Oui, on a suivi sur cette question-là la sortie du procureur spécial, Fred Criette, qui n'a pas rassuré tous les Béninois, puisqu'il a évoqué des faits, l'ouverture d'un compte en Côte d'Ivoire, par exemple, et la NCA Côte d'Ivoire est sortie via un communiqué pour relever, pour faire quelques précisions. Donc, à mon avis, le rôle du procureur de la République n'est pas de rassurer, encore moins de convaincre. C'est de présenter les faits, les éléments de preuve qu'il a à sa disposition, qui lui permettent de poursuivre devant notre justice qui est rendue au nom du peuple béninois, bien sûr, des mises en cause. Le procureur l'a fait. Et si NCA Côte d'Ivoire réagit, c'est une institution crédible. Il est donc légitime que lorsque son nom ou l'institution a été citée dans une affaire répréhensible, que l'institution réagisse en disant ce qu'elle sait de l'affaire. Maintenant, si nous estimons qu'il y a des contradictions, il appartiendra au service du procureur spécial de voir avec cette institution quelles sont les réelles informations. Et je ne pense pas que ce procès puisse aller au bout sans que les services du procureur ne le fassent. Mais Stan, ce que je demande et que vous ne comprenez pas, quelle est cette facilité que nous avons à mettre systématiquement en doute nos institutions? Nous les fragilisons, c'est ce que je suis en train de vous dire. Bon, on a l'impression que vous aussi, vous croyez systématiquement, à l'aveugle pratiquement, Non, mais... aux institutions de la République. Le procureur ne condamne pas. Le procureur poursuit. Et donc, le procureur sort en disant, il y a des éléments à mon niveau qui permettent de penser que de hautes personnalités de la République ont entrepris des officiers de l'armée pour remettre en cause l'ordre constitutionnel de notre pays. C'est au regard de cela que j'ai ordonné aux forces de police de les mettre aux arrêts et je vais les poursuivre. Mais pourquoi est-ce que je dis, ah non, ces personnes ne peuvent pas faire cela. Ah non, ces personnes sont trop proches du chef de l'État. Ces personnes ne peuvent pas agir ainsi, donc je remets en cause systématiquement ce que le procureur dit. Ça veut dire que j'enlève même la possibilité au procureur de poursuivre. Je lui redénie le droit de poursuivre. Mais c'est son rôle dans la République. Parce que son rôle, c'est de maintenir l'ordre. Mais Stan, et si nous lui dénions ce droit et que c'était vrai, si le procureur a été informé et n'avait pas arrêté le processus, où est-ce que nous serons? Voilà pourquoi je vous disais tantôt que nos institutions sont là pour nous protéger. Parce que l'État nous protège. Si nos institutions tombent, si nos institutions sont décrédibilisées, si nous mettons systématiquement en doute tout ce que nos institutions disent, c'est que nous sommes en train de nous résoudre que nous n'avons plus d'État. Et si vous croyez systématiquement à tout ce qui se fait, c'est que c'est la bonne formule? Mais je pose la question, Stan, c'est simple. Le procureur poursuit et le juge décide de condamner ou de relasser. Vous évoquiez tantôt ce qui s'est passé il y a de cela quelques années. Le procureur a poursuivi, mais en fin de compte, le juge a dit non-lieu. La justice a été dite. Mais quand on dit un non-lieu pour une affaire de cette envergure, justement, est-ce que quelque part, ça ne pose pas problème? Mais parce que vous ne comprenez pas le langage de la justice, le langage de nos institutions. Il peut avoir des preuves et la justice peut déclarer non-lieu. Ça dépend des conditions dans lesquelles les preuves ont été recueillies. Ça dépend
de qu'est-ce qui a été mis en œuvre. Mm. Et donc, à partir de cet instant, la justice est libre. Le procureur Mais- spécial, Oui, dans sa sortie, a évoqué des chiffres oui, qui sont restés. Nous ne les avons pas inventés, on l'a suivi comme bien tout le sûr. monde. Il a dit qu'il a été ouvert un compte, on y a déposé en CFA 105 millions. Et la NCA Côte d'Ivoire a réagi, rectifiant qu'il n'y a pas eu de compte à ce propos et que le compte qu'il y a eu, c'est un compte NCA Prestige sur lequel a été déposé CFA 55 millions de francs CFA. Oui. Alors, la disparité des chiffres déjà, 105 millions évoqués par le procureur sur un compte, 55 millions évoqués par NCA Côte d'Ivoire. Est-ce Mais- que les mais Béninois Stan, ne s'embrouillent pas Stan, est-ce finalement? que la disparité des chiffres au niveau des montants est suffisante pour mettre en doute qu'il y ait eu une volonté ou qu'il pourrait y avoir une volonté de remettre en cause l'ordre constitutionnel? Est-ce que un coup d'État tel que ça s'entend, est-ce que c'est à 50 millions près qu'un coup d'État est réel ou faux? Est-ce que c'est à 50 millions près? Certains estiment que le procureur aurait dû recueillir tous les éléments de façon précise. Parce que quand on évoque des Non. chiffres et qu'il y Mais a des écoutez, écarts, lorsque des personnalités de cette facture ont Oui. été appréhendées, Mm. c'est normal, on les a privés de leur liberté. C'est normal que le procureur de la République, qui est celui qui se charge de ça, puisse sortir et, dans un premier temps, dire quels sont les éléments en sa possession qui l'ont conduit à agir de la sorte. Maintenant, une fois que c'est dit, le peuple dit, OK, nous prenons acte, nous attendons maintenant le déroulé. On ne commence pas par condamner, on ne commence pas par dire c'est faux, on ne commence pas par crier au le complot. peuple n'a pas condamné. Non. C'est après la sortie de NCA Côte d'Ivoire que les réactions ont été multipliées mais sur les même réseaux. la sortie de NCA Côte d'Ivoire, qui est une institution à caractère privé, le procureur de la République est garant d'une institution à caractère public. Voilà Mais pourquoi. l'institution a été évoquée dans la sortie du procureur. Voilà pourquoi je Oui. vous dis depuis. Oui. Mais pourquoi mettez-vous en doute les propos du procureur au profit de ce que NCA dit? Ce n'est pas moi. Moi, je ne mets pas en doute, je pose des questions. Mais ça, vous l'opinion le savez. nationale. Mais écoutez, l'opinion Oui. nationale est à ce niveau. Mais il y a des faits, Fred Renou. Mais écoutez. Le procureur évoque 105 millions, NCA Côte d'Ivoire évoque 55 millions. Comment saviez-vous? Il y a deux chiffres. Mais comment êtes-vous sûr que c'est NCA qui dit la vérité? Mais on ne sait pas, on pose des mais questions. oui, justement. Donc, vous Oui. n'êtes pas sûr non plus que c'est NCA qui dit la vérité. Mais ce que je dis, c'est le fait de prendre systématiquement parti pour NCA, au détriment de notre institution. Qui a pris parti pour NCA? Mais vous me posez la question. Oui. Vous dites le procureur dit un chiffre, Oui. NCA Côte d'Ivoire dit un autre. Oui, je vous présente les et faits. que ça sème un doute dans la conscience des Béninois. Ouais. Mais doute, il ne devrait pas y avoir. Pourquoi? Voilà ce que je vous demande. Je vous dis, mais la première des choses Oui, oui. qui fait que un pays tient debout, ce sont ses institutions. Et je le dis et je le répète, nos institutions sont là pour nous protéger. Nos institutions sont garantes de la cohésion sociale et de la vie en communauté. Et je dis, les communautarismes ne doivent pas avoir droit de citer contre nos institutions. C'est la faiblesse de notre société béninoise depuis quelques années. C'est le mercantilisme. L'argent est l'argent absolu. À cause de l'argent qu'il nous faut, chacun prend des positions qui peuvent être des positions dangereuses pour la cohésion sociale et l'unité nationale. C'est le fanatisme, parce que nous sommes fanatiques. Et notre fanatisme refuse que nous puissions croire, parce que nous sommes proches de personnes ayant été mises en cause dans une affaire, notre fanatisme refuse que nous puissions accepter que ces personnes, comme tout autre, peuvent être des hommes faillibles, faibles, sujets à de la faiblesse de la chair. Et que dans un moment d'égarement ou dans un manque de lucidité, ils peuvent, comme c'est le cas dans notre société, aller laisser libre cours à la tentative du désespoir. Parce que cet acte posé, ou pensé, d'accord? Ça, c'est malheureusement la conséquence de la tentative du désespoir qui est présent chez bon nombre de nos concitoyens. Il faut le comprendre.
Et il faut pouvoir l'admettre. Quand on le comprend, on l'admet, on reste du côté des institutions. Pas pour que les institutions puissent écraser les individus. Mais on est du côté des institutions parce que la fragilité des institutions dénature toute la société et met la société au bord de la faillite. Ça, nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin du déclin. Parce que la République vacille. Nous ne sommes pas loin de la faillite. Je sais que les mots sont forts. Mais Stan, nous ne sommes pas ici pour séduire nos concitoyens avec le mensonge. Mais nous sommes ici pour servir notre pays. Et voilà pourquoi nous ne pouvons le servir que dans la vérité. La vérité, c'est que la société béninoise se délite. Parce que nous n'avons plus les repères. Et parce que nous n'avons plus les valeurs. Parce que les valeurs protègent la société. Les valeurs protègent l'État. Dans ces conditions, il y a vraiment de quoi réfléchir. On a vu des communiqués spontanés des deux partis qui soutiennent le chef de l'État. Je veux parler de l'Union progressiste, le Renouveau, et de votre parti, le Bloc républicain. Vous avez condamné systématiquement toute idée de remise en cause de l'ordre constitutionnel. Vous avez réaffirmé votre soutien au chef de l'État. En avait-il besoin? Que le chef de l'État en ait besoin ou pas, là n'est pas la question. Mais il s'agit d'avoir, dans ce contexte, un réflexe démocratique. Parce que, pourquoi condamner ce fait? C'est de ça dont il s'agit. Parce que le message de notre peuple est un message qui est réfractaire à la dévotion du pouvoir par les armes. Donc, on condamne, systématique. Et c'est le rôle d'un parti politique. Est-ce que vous n'aurez pas mieux fait de vous arrêter à la condamnation parce que, plutôt que de manifester votre soutien au chef de l'État et tout? Qu'est-ce que vous voulez dire? Un soutien manifesté au chef de l'État. Mais qu'est-ce que vous voulez remettre en cause? Le chef de l'État. C'est pas Patrice Talon, non. Mais on veut remettre en cause le chef de l'État. Un État qui est décapité n'est plus un État. Un État qui reste une journée sans chef, qui soit en mesure de donner les directives, n'est plus un État. Pendant ce temps, il n'y a plus du tout de liberté. Il n'y a plus de respect des droits humains. Et donc, je crois que une chose est de condamner, mais une chose est de réaffirmer le soutien au chef de l'État pour lui montrer que toutes les institutions du pays sont solidaires et reconnaissent le rôle primordial qu'est celui du président de la République et que nous voudrions continuer dans une République. D'accord. On sait que cette situation fait couler beaucoup d'encre et de salive. Dans certaines réflexions, il est estimé quand même que toutes les personnalités qui entourent le chef de l'État et qui pourraient lui succéder de façon légitime ou dont la candidature pour 2026 serait suscitée, il s'en éloigne d'une manière ou d'une autre par des démissions ou des départs. Je ne sais pas quel qualificatif vous donnez. Quelle lecture vous faites justement de cette situation? On a vu la situation de M. Johannes Dayon, on a vu le ministre Séverin Kenom qui a été débarqué du gouvernement. Oswald Omeki, il y a un an, qui avait déclaré à une occasion que Olivier Bokor serait le mieux aguerri pour succéder à Patrice Talon. Il a été débarqué par la suite où il a quitté le gouvernement. De toute façon, il n'y fait plus partie depuis plus d'un an. Aujourd'hui, Olivier Bokor, ami intime du chef de l'État depuis plusieurs décennies, tombe en disgrâce. Est-ce que vous avez la même lecture? Est-ce que cela ne vous interpelle pas, Fred Ouenou? Je pense qu'il ne faudrait pas faire d'amalgame. Nous ne connaissons pas les raisons, par exemple, qui ont poussé au départ de M. Kenom du gouvernement. Nous ne connaissons pas non plus les raisons qui ont poussé au départ M. Johannes Dayon de sa proximité ou de sa collaboration avec le chef de l'État. Donc, on ne peut pas supputer. Donc, je vous présente les faits. Oui, on ne peut pas supputer. Mais pour ce qui est de Oswald Omeki et pour ce qui est de M. Bokor, pour ce qui est de Oswald Omeki, je pense que le chef de l'État, c'est lui et lui seul qui choisit ses collaborateurs. La preuve, il n'a consulté personne avant de les choisir. Il fait ses ministres quand il veut, il fait ses conseillers comme il entend.
Il ne Et vous a donc, pas consulté? mais le président de la République, au regard de la Constitution, ne consulte personne avant de choisir ses collaborateurs. Puis c'est lui qui répond d'eux. Il est l'élu de la nation. Et donc, dans ce contexte, c'est lui qui fixe les conditions de la collaboration. Alors, si il fixe des conditions et que à l'avenir, il se rend compte que un des membres de son équipe ne respecte plus les conditions, il est libre de s'en séparer. Et donc, je n'ai pas d'appréciation objective sur cette histoire. Il peut avoir qu'une appréciation subjective. C'est vous qui supposez que c'est parce que les gens ont des ambitions pour remplacer le chef qu'ils sont débarqués. Vous n'avez pas la certitude. Je ne Mais suppose pas, je vous présente les faits. Est-ce que cela n'interpelle pas? Sur le départ Oui. de M. Homeki, Oui. le chef de l'État s'est exprimé. Le chef de l'État a dit les propos de M. Homeki sont contraires À la réforme du système partisan, et à la globalement. démarche gouvernementale. Oui. Vous savez, on ne peut pas être membre d'une équipe gouvernementale sans souscrire à la vision de ce gouvernement et à la méthode de ce gouvernement. Si quelqu'un se met en but à la méthode d'un gouvernement, c'est d'abord cela qui est assimilable sous d'autres cieux à un coup d'État. C'est pas quand on prend les armes. Lorsqu'un collaborateur du chef de l'État sape son autorité, c'est déjà ça le premier des coups d'État. Et donc, si le président de la République estime que des collaborateurs à lui sapent son autorité, il est en mesure de les écarter de sa gouvernance, sans qu'on ne puisse lui faire des procès d'intention. D'accord. Maintenant, vous parlez de M. Bokor. Vous dites que M. Bokor était en disgrâce. Nous n'en savons rien. Le chef de l'État avait pris position sur la suscitation des candidatures. Pourtant, M. Bokor et lui continuaient de voyager ensemble et de se voir. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes appelés à dire qu'il prend cette distance quand les gens affichent leur ambition? Non. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que M. Bokor se retrouve là où il est? Malheureusement, c'est parce que il pèse sur lui un soupçon d'avoir voulu remettre en cause l'ordre constitutionnel. C'est un soupçon. Il appartiendra à la justice d'éclairer les Béninois sur la réalité ou non des faits qui lui sont pour le moment reprochés. D'accord. Ils ont été présentés au procureur spécial de la Criette. On a suivi tout ce feuilleton-là. Ils ont été placés sous mandat de dépôt et donc désormais, on sait quand même que M. Olivier Bokor séjourne à la prison civile de Cotonou, Oswald Omeki séjourne à la prison civile de Misrété en attendant l'ouverture de leur procès. Comment analysez-vous tout ceci, cette journée marathon qu'on a suivie de loin? Non, je pense que me poser la question, j'ai connu ça. Tout à fait. On va y revenir tout à l'heure. J'ai connu ça aussi. Je pense que c'est le fonctionnement normal d'un État de droit, le fonctionnement normal de la justice. Lorsque le procureur estime que les faits qui leur sont reprochés sont graves et que pour la manifestation de la vérité, il faille les placer en détention préventive, le procureur le fait. C'est ça l'État de droit. Notre État reconnaît la capacité au procureur de la République, dans certaines conditions, de décerner des mandats de dépôt. Donc, je crois que c'est ce qui a été fait. Et nous allons suivre le processus. Sur ça, il n'y a pas d'autres analyses à faire. J'ai suivi, je le disais tantôt, une interview d'un des avocats qui reconnaissait que tout s'est passé dans de bonnes conditions. Ils ont eu affaire au dossier. Ils ont eu le temps nécessaire pour apporter, pour voir avec leurs clients les éléments de réponse. Et donc, je pense que c'est déjà heureux que les droits de chacun aient été respectés et que le droit de personne n'a été bafoué à ce niveau. On va espérer que dans la suite, que le procès se poursuive et que tout le peuple béninois soit davantage éclairé sur cette situation. Sur cette situation. D'accord. Par rapport à ça, justement, on sait que l'ancien directeur général de la police nationale, de l'ex-police nationale, Louis-Philippe Rondeillon, il fait certaines sorties récentes sur la question de la tentative de coup d'État et tout. Il dit ceci, je cite, j'ai été approché plusieurs fois pour tenter
pour des affaires de coup d'État, mais moi, je suis un homme de culture. Vous ne me verrez jamais dans ça. Qu'est-ce que cela vous inspire? D'abord, je pense que le général doit savoir raison garder. Hmm, Quand on a été un aussi remarquable serviteur de l'État comme il a été durant des années, hmm, une fois qu'on est admis à la retraite, hmm, on ne décrédibilise pas l'État. hmm. Vous savez, M. Stan, Ouais. il n'y a pas d'État sans police. Mhm, Il n'y a pas d'État sans police. hmm, Et la police, selon vous, hmm. est un organe d'équité démocratique ou de justice? Non. La police est l'instrument de la d'expression de la violence légitime de l'État. Hmm, La police est un instrument de répression aux mains de l'État. Donc, de tout temps, de toute heure, quand on a, comme Houndéon, passé toute sa carrière en tant que policier, hmm, quand on a été directeur général de cette institution, hmm, quand on a terminé au grade de général, hmm. on comprend alors qu'on ne peut pas, parlant de démocratie et de liberté, parlant d'État, Hmm, avoir le même langage que le profane de la rue hmm, ou qui intervient sur un sujet dans une cour de récréation ou dans un bar. hmm. D'accord? Vous pensez qu'il fait dans l'amusement? Au nom de Hmm, l'État, ouais, je veux dire ouais, que M. Houndéon a chargé dans ce pays hmm. des syndicalistes qui faisaient des marches pacifiques pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail. Où est-ce que vous voulez en venir? Attendez, Oui. au nom de l'État, Hmm, M. Houndéon a chargé des députés qui avaient leur échappe. hmm, Aujourd'hui, je pense que M. Houndéon peut critiquer la gouvernance de son pays. C'est un devoir de citoyen. hmm, C'est son droit. Mais il ne peut pas pourfendre l'État. hmm, Dire que les gens l'ont sollicité hmm. tout le temps pour faire un coup d'État, c'est estimer que l'État, tel qu'il se présente, est devenu une banalité à telle enseigne. Quand il le dit, est-ce pour condamner l'acte qui est fait? Non. C'est pour légitimer cette tentative de coup d'État. Oui. C'est une légitimation parce que quand un général de police dit plusieurs fois j'ai été contacté pour faire des coups d'État, c'est pour dire que c'est tellement récurrent, c'est tellement préoccupant la situation et qu'il faille passer par un coup d'État ou arrêter ça. Et je dis, notre pays n'est pas un chagrin. Certains estiment qu'on doit quand même lui poser quelques questions pour qu'il donne plus de précision sur ces allégations. À quoi bon? Hmm, Je pense que le général il est en train de pourfendre l'État. hmm. Vous trouvez? Oui. Hmm, Parce que décrédibiliser les hommes qui portent le manteau des institutions, c'est décrédibiliser l'État. Mais Stan, finalement, j'ai l'impression que vous ne voyez pas la profondeur de ce que je dis. Non, c'est prends pas un à moi de exemple. devoir éclairer la lanterne de ceux qui Je nous prends suivent. un exemple. Oui. Supposez un père de famille Hmm, qui est la première autorité d'une famille. Sans sa présence, la famille se disloque. Lorsque, à longueur de journée, la mère de famille décrédibilise le papa à longueur de journée, finalement, l'autorité paternelle est bafouée. Et quand l'autorité paternelle est bafouée, il n'y a plus de famille. Il n'y a plus rien. C'est le sauve qui peut. C'est la force du plus fort. Alors que nous en sommes arrivés à l'idée d'État. Pourquoi? Stan, nous étions des communautés, ennemies les unes des autres. N'oublions pas d'où nous sommes venus. Vous pensez qu'il a oublié d'où nous sommes venus? Non, je pense que aujourd'hui, dans notre société, la plupart de nos concitoyens oublient d'où nous sommes venus et cela se justifie par le comportement et les propos de chacun. Je pense que ces propos de M. Houndéon sont condamnables. Ah bon? Oui, mais je ne vais pas, je ne vais pas jusqu'à demander qu'on l'écoute. On n'a pas à l'écouter. Mais il dit aussi, par ailleurs, qu'il craint pour sa vie, qu'il craint qu'on l'enlève, qu'il ferait peut-être objet de kidnapping. Et il a dénoncé ça aussi. Oui, c'est normal qu'il craigne pour sa vie. Vous savez pourquoi? Non, dites-nous. Parce que lorsqu'on décrédibilise l'État à longueur de journée, vous pensez que c'est la conséquence mais il y a plus,
Lorsque vous décrédibilisez l'État à longueur de journée, il n'y a plus d'institutions pour vous protéger parce que vous ne faites plus confiance à aucune institution. Mais qui va vous protéger? Puisque vous décrédibilisez l'État à longueur de journée. Et du coup, vous vous sentez vulnérable. Mais c'est ce qu'il dit. Mais comment un général, un ancien directeur général de la police, qui est censé avoir assuré pendant des années la sécurité des Béninois, qui connaît alors le pays, qui connaît les coins et recoins du pays, qui connaît quelles sont les forces et les faiblesses de sécurité de notre pays, en dit maintenant, on arrive à dire qu'il craint pour sa sécurité, qu'il craint qu'on ne puisse l'enlever. Mais qui va l'enlever? L'État n'enlève personne. Mais il n'a pas dit que c'est l'État. La police n'enlève personne. Donc, alors, s'ils pensent que d'autres citoyens, notamment qui dans la société ont pour principale âme le mépris de la vie sociétale, peuvent agir contre lui, qui va le protéger maintenant? C'est un flic qui parle. Peut-être qu'il sait de quoi il parle. Oui, maintenant il dit, il parle pour que qui le protège? C'est ce que je disais. Donc vous pensez qu'il n'a pas à donner l'alerte? Non. Je pense qu'il donne l'alerte, mais on peut pousser le débat loin. Pourquoi notre société, pourquoi en arrive-t-il à craindre pour sa vie? Pourquoi il craint pour sa vie dans une société dans laquelle la police existe et joue son rôle? Pourquoi en arrive-t-il à craindre? D'accord. On laisse cette question en suspens. Nous savons que sur l'échiquier politique national, 2026 approche à grands pas. Votre parti, le Bloc républicain, semble être muet sur la question. Fred Renaud, vous n'avez pas de candidats à l'interne qui peuvent valablement succéder à Patrice Talon. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre parti politique? Écoutez, 2026, c'est une préoccupation permanente pour toutes les forces politiques en présence et pour tous les citoyens. J'aime à penser que c'est un rendez-vous qu'il faudra aborder avec gravité. Parce que tout porte à croire que 2026 va se dérouler dans un climat de dépression politique et morale. Ça se voit, notre société est à cran, notre pays est attaqué ou menacé sur son propre sol, notre communauté économique se fissure, l'AES lac des amarres. Désormais, il y a un spectre, le spectre d'un coup d'État qui plane sur nos institutions. Je pense là qu'il y a comme un parfum d'époque désaxé. Et les partis qui sont des partis républicains ne doivent pas s'agiter. Il s'agit de réfléchir à trouver les solutions aux réponses rassurantes de nos compatriotes. La réflexion va durer encore combien de temps? Mais nous sommes dans une situation très complexe. Il y a la situation interne, telle que moi j'en parle. Moi je dis que sur le plan interne, nous faisons face à une faillite morale de notre société. Nous manquons de repères. Et nous cherchons à nous construire sur la défaite de l'autorité. C'est un problème qui mérite d'être regardé avec une acuité particulière. Sur le plan international, il y a le terrorisme, il y a la mondialisation. Toutes ces différentes situations ont tendance à remettre en cause notre avenir économique et social. Un parti politique sérieux et responsable ne peut pas verser dans du populisme, dans de l'agitation ou dans du dilatoire. D'accord. À l'intérieur, qu'est-ce que vous faites? Oui. Les ambitions ne manquent pas. Mais, un acteur politique, par définition, c'est un citoyen qui a de l'ambition pour son pays et qui se bat pour ses convictions, pour ses ambitions. Au sein du Bloc républicain, qui voyez-vous succéder à Patrice Talon? Mais au sein du Bloc républicain, il y a beaucoup de compétences. Lesquelles? Qui peuvent succéder. Mais votre président, par exemple? Oui, pourquoi pas. Mais encore que le président de notre parti est... il est folklore, donc constitutionnellement, il est folklore. Fred Renaud, par exemple, vous êtes un acteur politique qu'on connaît sur le paysage politique depuis plusieurs années. 25 ans, si je ne m'abuse. Non, pas 25 ans. Vous n'avez pas fait 25 ans de vie politique? 20 ans? Bon, vous n'êtes pas proche des 25 ans non plus. Ah ben, il manque 5 ans. Bon, voilà, ça viendra à coup sûr. Est-ce que quelque part, dans un coin de votre tête, vous ne vous dites pas, pourquoi pas?
Mais écoutez, quand on est acteur politique et qu'on n'a pas d'ambition pour son pays, c'est qu'on n'est pas acteur politique. Mais la question principale, c'est face à chaque ambition, c'est de pouvoir voir les rapports de force et les moyens de pouvoir y arriver. Il ne s'agit pas d'être ambitieux pour être ambitieux. Et donc, je pense que le contexte actuel de notre pays n'autorise aucun calcul personnel. Moi, je suis pour que toutes les ambitions soient mises sur la table, avec les convictions et les appréhensions de chacun par rapport à la situation de notre pays, par rapport à la gouvernance actuelle, et par rapport aux résultats de cette gouvernance, et bien sûr, aux perspectives que nous envisageons. Et donc, dès que toutes ces ambitions sont mises ensemble, il appartiendra aux partis politiques de voir lequel de ses membres est le mieux, le plus à même de porter ses ambitions et de rassembler au-delà des ambitions. Parce que ne nous faisons pas d'illusions. Aucun parti politique n'est à même à lui seul, aujourd'hui, dans le Bénin d'aujourd'hui, de conquérir le pouvoir d'État. Ah bon? Seulement avec ses militants, non. Donc, il faut rassembler au-delà des militants. Donc, il faut pouvoir mettre l'accent sur des gens qui soient capables de porter non une ambition personnelle, mais une ambition collective. Qui peut le faire selon vous au Bloc républicain? Mais il y a plusieurs personnes qui peuvent le faire. Par exemple? Mais il y en a plusieurs. Tous ceux qui sont au Bloc républicain, tous ceux qui sont membres du bureau politique peuvent porter une ambition pareille. Vous avez peur de donner des noms. Pourquoi, Fred Rune? Mais si vous voulez que... courageux, mais si vous voulez que je vous donne un nom, je ne vous donnerai pas un nom outre le mien. Je suis membre du parti, je suis membre du bureau politique. Pourquoi voulez-vous que je vous donne un autre nom que le mien? Non, il y a plusieurs types d'élections en 2026, les élections générales. Donc, Mais de quelles élections vous parlez? Pourquoi, si je suis capable d'être maire, si je suis capable d'être député, pourquoi ne serais-je pas capable d'être président? Donc, la question, cette ambition, tout le monde l'a dans le parti. Ah ben, je suppose, mais c'est le principe d'être un acteur politique. Il n'y a pas d'acteur politique sans ambition pour son pays. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont rapprochés de vous pour vous dire je vais être candidat et tout ça? Non, à la date d'aujourd'hui, non. Mais, parce que justement, le débat n'est pas encore ouvert au sein du parti. Et lorsque le débat sera ouvert au sein du parti, je crois que toutes les ambitions seront connues. Alors là, le débat n'est pas ouvert. Est-ce que ce n'est pas tard, Fred Rune? 2024 tire à sa fin. Ce n'est pas tard parce que les élections ont lieu en 2026. Mais nous sommes aujourd'hui, nous sommes un parti de gouvernement, nous sommes membres du gouvernement, nous sommes représentés à l'Assemblée nationale. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous avons la responsabilité de la vie des Béninois jusqu'en 2026. Donc, vous attendez le mot d'ordre du chef de l'État? Non, écoutez ce que je vous dis, je ne vous parle pas encore du président de la République. Je dis qu'en tant que parti républicain, nous avons la responsabilité de la vie des Béninois jusqu'en 2026. Penser aujourd'hui aux élections présidentielles de 2026, c'est sous-estimer à la date d'aujourd'hui les doutes et les interrogations qui agitent nos concitoyens, qui agitent la société béninoise. Aux dernières élections législatives, on a remarqué que plus de 3 millions de Béninois se sont abstenus. Il y a un problème. C'est qu'il y a aujourd'hui une méfiance, une défiance qui a atteint des records, des niveaux inégalés de nos concitoyens à l'égard de la politique. Ils ne croient plus à la parole politique. Ils ne croient plus aux acteurs politiques. Donc, premièrement, leurs doutes et les interrogations se tournent vers nous qui gouvernons le pays aux côtés du chef de l'État dans une période qui s'avère une des périodes les plus complexes de l'humanité. Il va falloir que nous puissions nous en expliquer avec eux. Il va falloir que nous puissions continuer de les rassurer dans les propositions que nous leur faisons au niveau du gouvernement et de l'Assemblée nationale jusqu'à la fin de ce mandat. Mais ces doutes et ces interrogations s'adressent également à cette opposition qui, ces dernières années, n'a rien démontré. Ah bon? Du moins, ça n'a pas aidé. Une opposition qui n'a pas été capable d'aider son pays dans
les solutions qu'il propose aux crises qui nous frappent de plein fouet méritent aussi que les concitoyens se posent des questions sur leur capacité à proposer des solutions Vous voulez adéquates. que l'opposition s'allie à la mouvance? Jusqu'à présent, notre position estime que la situation du Bénin va s'arranger quand Patrice Talon va quitter le pouvoir. Et donc, Est-ce qu'ils sont libres de l'estimer ou pas? non. Vous Pourquoi? savez, c'est du populisme et c'est de la démagogie. Parce que nous sommes dans un monde en rupture et la crise qui défie notre pays, nous n'avons pas été préparés à cette crise. Et la crise qui défie notre pays nous défie et elle a toutes les chances de continuer même après 2026. Et donc, les solutions que nous proposons aujourd'hui, qui sont contestées par l'opposition, ces solutions risquent d'être les mêmes que l'opposition va proposer. Et donc, voilà pourquoi je vous dis qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de s'agiter. Nos compatriotes pensent qu'il faille faire comme avant. Avant, où déjà à moins de 2 ans de la fin de mandat, les gens apportent moins valet pour dire « je veux être candidat » sans projet de société véritable. Aujourd'hui, on ne peut pas gouverner le Bénin si on n'a pas une vision claire de ce que c'est que le monde dans lequel nous sommes, du Bénin à l'étape à laquelle le Bénin se situe et de ce que nous voulons faire. Donc on attend jusqu'à quand, le bloc républicain? Écoutez, il y a un calendrier que le chef de l'État a proposé aux partis qui soutiennent, qui sont des partis de la majorité présidentielle. C'est à 6 mois des élections. Parce qu'à 6 mois des élections, nous aurions été au moins jusqu'à 95% du programme d'action du gouvernement actuel. Bien sûr. Parce que si nous allons... Vous pensez qu'un gouvernement peut exécuter à 90-95% son programme d'action? Bien sûr. Vous le pensez? Bien sûr. Quand je vois ce qui se fait, je pense que... Parce que le projet que nous porterons sera essentiellement basé sur les 10 années de gestion du président Patrice Talon. Parce que ce que nous voulons au sein de la majorité présidentielle, c'est que ces 10 ans ne soient pas une parenthèse de l'histoire. Parce que nous considérons que si le président de la République allait jusqu'au bout de son programme d'action, eh bien, si nous travaillons 5 ans en plus, nous pourrions sortir définitivement la tête de l'eau, nous pourrions aller chercher le plein emploi, chercher la croissance à 2 chiffres et nous serons en mesure de mettre résolument, de faire de notre pays un des pays les plus importants de l'Afrique. D'accord. On retient que le bloc républicain va se décider à 6 mois pratiquement. Mais je ne me fais pas d'illusions non plus. En ce sens que je sais que les élections de 2026, ce sera un rendez-vous compliqué pour notre majorité. Oui, je ne me fais pas de doute. Parce que l'idéal progressiste est au plus bas. Les populistes ont la partie facile, la crise, le chômage, le pouvoir d'achat. Et le bouc émissaire est tout trouvé, c'est le gouvernement. Et je pense que parce qu'il est de notre responsabilité, nous devons mettre la raison dans ce chaudron. Et donc, nous voudrons aller au combat en disant aux Béninois que le redressement national, la continuité du processus de redressement national est la seule solution d'un Bénin utile à tout le monde. Et pour y arriver, il nous faut du temps pour continuer d'avancer dans le programme d'action du gouvernement actuel. Et donc voilà pourquoi nous prenons le temps. Ne vous inquiétez pas. Quand la compétition interne va commencer, vous connaîtrez tous ceux qui ont des ambitions dans le bloc républicain. Fred Renaud est-il candidat à quelque chose en 2026? Comme je l'ai dit, ça dépendra. La présidentielle, il y a les législatives, les communales, les municipales. Vous êtes candidat à quoi dans tout ça? Je vous ai dit que la situation de notre pays n'autorise aucun calcul personnel. Il appartiendra au parti. Mais cela ne vous empêche pas non plus d'avoir des envies. Des ambitions. Oui. Je vous l'ai dit, tous les acteurs politiques ont des ambitions. Chaque matin, quand vous vous levez, vous rêvez à quoi? Être député à l'Assemblée nationale? Je rêve à comment être utile pour mon pays. Être président, remplacer Patrice Talon dans son fauteuil? Je rêve de grandeur pour mon pays. Oui.
Je rêve de grandeur pour mon À quelle pays. position, plus précisément? Et peu importe la position que la Providence voudra, mais je rêve de grandeur pour mon pays, Ouais. parce que je pense que rêver de grandeur pour son pays, ce n'est pas une utopie, non. C'est un objectif qui est à portée de tous les peuples qui sont prêts à se retrousser les manches pour Entre travailler. tous ces objectifs, lequel est facile pour vous à atteindre en tant que Fred Poulenot, acteur politique? Tous les objectifs sont faciles. Du moment où nous avons une famille politique qui est là, qui a ses engagements, qui a ses valeurs, qui a ses visions, qui a ses militants, et qui soit à même d'aller rassembler, je pense que toutes les positions. Je suis polyvalent, je peux jouer à toutes les positions. Ça, vous faites un clin d'œil aux responsables de votre parti? Ah non, je le dis comme je l'entends à tous ceux qui sont membres du parti. Je peux jouer à toutes les positions, comme tous les autres d'ailleurs. Est-ce que vous avez les moyens pour payer la caution pour être candidat à la présidentielle? Vous savez qu'il y a une caution. Vous avez les moyens aujourd'hui ou bien vous compterez sur la mobilisation des ressources au niveau du parti? Mais quand on est candidat d'un parti, il appartient au parti et à tout le monde de mettre la main à la poche. Parce que voilà, il ne s'agit plus d'ambition individuelle. Maintenant, nous sommes à l'ère des épopées collectives. La politique messianique est en recul chez nous. Il faut maintenant des ambitions collectives pour aller de l'avant. Donc, je pense que nous y allons. Sauf qu'il y a un seul fauteuil présidentiel. Bien sûr. Vous le lorgnez, ce fauteuil? Si je logne le fauteuil présidentiel. Je demande. Quelle question? Attendez à 6 mois des élections, si vous me posez la question, vous saurez, n'est-ce pas? D'accord, que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Alors, parlons du dossier Steve Amonsou. En attendant le 7 octobre, voilà un autre dossier qui a agité l'opinion pendant quelques semaines avec l'affaire de tentative de coup d'État. On a presque oublié que ce dossier existait alors qu'il existe. Et le 7 octobre prochain, M. Steve Amonsou va comparaître. Que pensez-vous déjà de cette affaire qui a agité l'opinion entre le Togo et le Bénin? Il y a eu voilà, des communiqués et tout ça. Quelle analyse vous faites de ce dossier-là? D'abord, je me réjouis que justice a été rendue à M. Amonsou parce que, en tant que citoyen, je suis foncièrement contre tout enlèvement ou tout kidnapping d'un autre citoyen, y compris que cela soit sur notre territoire. Je me suis gardé de me prononcer sur ce sujet parce que le sujet me paraissait en même temps grave et en même temps flou. Et donc, j'attendais d'avoir tous les éléments d'appréciation d'abord. Est-ce que vous les avez à la date d'aujourd'hui? À la lueur de ce qui s'est passé, du procès, et j'ai bien suivi que la justice béninoise, fidèle à ce que doit être la justice d'un pays démocratique, a rendu justice à M. Steve Amonsou en faisant le procès de ceux qui l'ont kidnappé. C'est déjà un acte fort de notre justice. Et donc, voilà. Maintenant... Est-ce que c'est lui le frère Rumvi? Puisque la grosse question que se pose tout le monde, c'est cela. Toute la question est là. Et si la justice, après ce procès, le garde en détention parce qu'elle soupçonne qu'il pourrait être le frère Rumvi, alors là, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Pourquoi? Vous savez, la frère Rumvi, le phénomène frère Rumvi, fait partie de ce que j'appelle les cafouillages qui ont participé au délitement de l'autorité de l'État dans notre pays. Et au fond, cette perte d'autorité, elle décrédibilise notre pays. Stan, comment comprendre, ou bien comment prétendre jouer le jeu des puissances internationales? Et soit dit en passant, j'ai suivi le magnifique discours de notre ministre des Affaires étrangères à la tribune de l'ONU. Je me suis retrouvé dans son analyse. Il y a quelque temps, je faisais la même analyse sur la situation de notre région. Alors, donc, son discours montre que le Bénin est définitivement décidé à jouer le rôle des grandes puissances internationales dans notre sous-région. Donc, comment prétendre jouer ce rôle? Lorsque la presse étrangère se fait l'écho de l'impuissance d'un pays capable de faire cesser la pagaille d'un de ses fils.
ou comment lutter efficacement contre le terrorisme et assurer la sécurité des Béninois. Lorsque nos services de renseignement n'ont pas été, sur la période, capables d'identifier qui est le frère Oumvi et d'aller le chercher. Et parce que cette perte d'autorité peut être source d'angoisse chez certains de nos compatriotes. Parce que lorsqu'on craint pour sa vie privée, lorsqu'on craint pour sa sécurité et pour celle de ses enfants, on ne vit ni libre ni heureux. Donc je pense que c'est important que la justice aille au bout de son investigation pour nous dire si Steve Amosou est le frère Oumvi. Et dans le cas où il serait le frère Oumvi, vous voyez que nous tenons là une occasion de redorer le blason de l'État et de réparer un tant soit peu l'autorité de l'État qui a été affaiblie par l'existence même de ce phénomène. Dénonciation, critique, attaque sur l'État. Il vous a et sur fléché les aussi institutions. dans Non, cette chronique? non. Heureusement moi. pour vous, vous diriez. Même pas heureusement pour moi. En fait, ce que moi je voudrais dire, Stan, ce phénomène a été source d'anxiété et d'angoisse pour bon nombre de nos compatriotes. Est-ce que vous le suiviez dans cette chronique, le frère Oumvi? Il m'arrive souvent, quand je tombe sur ça sur les réseaux sociaux, moi j'écoute tout. J'écoute toutes les voix discordantes, toutes les voix dissonantes, j'écoute tout pour me faire une idée. Donc il m'arrive quand je tombe sur cela, d'écouter et de me demander, mais comment on peut... Parce que Stan, on n'a pas une idée dans notre pays. Ce n'est pas la démocratie. Attaquer nos institutions à longueur de journée fragilise l'unité nationale et notre cohésion nationale. Et nous sommes à une époque où les fulgurants de l'histoire nous défient, le monde nous lance des défis et nous avons besoin de notre unité. Et notre unité ne peut se faire sans nos institutions. Parce qu'à la base, nous sommes une mosaïque de tribus. À la base, ennemies des unes des autres, différentes cultures, différentes manières d'être. Et donc, ça pose une problématique profonde. Accepter cela. Accepter que les institutions soient mélangées comme ça. C'est accepter en fait que le Bénin ne puisse plus exister. Or, moi je veux que le Bénin existe. Moi, je refuse. Puisque vous aspirez à le diriger de toutes les façons. Moi, donc je vous devez refuse. vouloir qu'il existe. Moi, je refuse toute forme d'angélisme face aux défis et aux menaces qui nous guettent. Moi, je veux l'ordre. Je veux l'ordre. Et je veux le triptyque liberté, responsabilité, autorité. Je veux opposer ce triptyque à la faillite morale de nos élites et ensuite à la faillite de tous ceux qui, dans notre pays, confondent liberté, liberté et anarchie. D'accord. Voilà. Je disais que vous aspirez à diriger le Bénin, donc vous souhaitez, on a tous intérêt à ce que le Bénin demeure, n'est-ce pas? Je suis un acteur politique et au cas où vous l'aurez oublié, un parti politique, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments parmi les plus évolués d'une classe sociale en lutte pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Ça, bien évidemment, ça je le sais. Merci. Alors, nous sommes en train d'aborder la descente dans cette émission. On va parler de vous, Fred Kouilmou. Vous êtes un acteur politique, vous l'avez dit tout à l'heure, 20 ans d'exercice, en tout cas de militantisme au plan politique, on vous a vu à quelques niveaux de responsabilité aussi, voilà. Qu'est-ce que vous retenez fondamentalement de positif en 20 ans de carrière politique? Je redoute ces genres de questions parce que je n'aime pas parler de moi. Mais il le faut, vous êtes acteur politique. Mais oui, je préfère parler du Bénin. Je préfère parler du Bénin avec les Béninois. Non, parlons de vous que maintenant. de parler de moi. Oui, allons-y. Vous savez, Stan, moi, je n'ai jamais rêvé de faire la politique. Ah bon? C'est un parcours de circonstances qui m'y a conduit. J'étais jeune, il y a de cela 19 ans, je crois, en 2005. J'ai eu la chance d'avoir été reçu par le président Mathieu Kérékou, président de la République à l'époque. J'estime qu'un immense honneur a été fait à ce jeune inconnu que j'étais. Et
tout ce que j'ai essayé de faire par la suite, c'est essayer de me montrer digne. Y suis-je arrivé? Je pense qu'il appartiendra à chacun de nos concitoyens de répondre à cette question à son âme et conscience. Mais moi, je suis sûr d'une chose. Toutes ces années qui ont suivi, j'ai beaucoup appris. J'ai appris de mes succès, j'ai appris de mes échecs. J'ai connu les salles pleines. J'ai connu aussi la solitude des cours d'école en compagnie de quelques poignées de militants. Nous avons fait du chemin ensemble. Tout à fait. Moi. Ouais. Et votre frère est mon ami, mon camarade de classe. On a commencé ensemble au collège. Et donc, ce que je peux dire, au bout de 19 années, je ne suis pas devenu un surhomme. Mais je suis devenu un homme sûr de ses convictions. Je suis sûr de mes convictions pour mon pays. J'ai de la passion pour les Béninois. Je rêve que mon pays soit aussi une grande nation qui puisse peser non seulement sur le continent, mais dans le monde. J'ai tellement vu de ma petite quarantaine d'années sur Terre, j'ai vu des pays changer du jour au lendemain. De pays pauvres à pays développés. J'ai vu la Chine se faire. J'ai vu beaucoup de pays. J'ai aussi vu des pays basculer dans le drame, dans le tragique. Et j'ai pris conscience de ce que les acteurs politiques ont une grande responsabilité. Moi, j'ai choisi de faire la politique. Dans ma famille, il n'y a jamais eu d'acteur politique. Personne avant moi ne l'a fait. Ni mon père, ni ma mère. Le seul oncle à moi qui s'est essayé a été un syndicaliste. Et donc, moi, je porte chevillé au corps la passion du Bénin et des Béninois. Et je rêve que mon pays soit grand. J'ai pu faire des erreurs toutes ces années, dans mes choix politiques, dans mes positionnements politiques. Mais qui n'en a pas fait? Ceux qui n'en ont pas fait ne sont pas forcément les êtres les plus justes. Donc, je ne me jette pas la pierre. J'ai connu des échecs, j'ai connu des défis. J'ai connu la prison. J'ai connu 14 mois de détention préventive. C'était dû à quoi? Parlons-en, puisque j'allais y venir. Qu'est-ce que vous avez fait? Qui vous a conduit en prison? Vous savez, en 2021, j'avais pris des positions politiques. Politiques, je répète. Politiques face à la prolongation du mandat de 45 jours. Mais mes positions, je les ai prises après que la Cour constitutionnelle, qui est l'arbitre du jeu politique, ait déclaré son incompétence à se prononcer sur ces 45 jours. Donc, si la Cour constitutionnelle, qui est l'arbitre du jeu politique, se déclare incompétent, c'est qu'elle laisse le bras de fer aux acteurs politiques. Et donc, j'ai pu prendre cette position. On m'a reproché d'avoir tenu des propos qui auraient pu fragiliser l'unité nationale, qui auraient pu conduire à une rébellion. On a soupçonné. Et on m'a soupçonné parce que croyait-on que j'appartenais à des organisations qui avaient envie de déstabiliser le pays. Donc, un peu comme ce qu'on reproche à ceux-ci, on m'a aussi reproché d'avoir comploté contre l'autorité de l'État. Mais au bout de 14 mois, on s'est rendu compte que je n'étais accointé à personne, je n'avais aucune intention, on ne m'a pas pris avec des liasses d'argent, on ne m'a pas pris avec des armes, donc je n'avais rien. Mais j'avais une seule arme, j'avais ce que je croyais être juste, j'avais ma conviction de l'époque et de l'heure. Et donc, j'ai pu faire la prison. Mais quand je sors de prison, je me rends compte d'une chose, que les vieilles querelles n'avaient plus d'importance. Parce que les 45 jours dont on en parlait, ces 45 jours n'existaient plus. Les élections ont eu lieu, le président a été réélu et a prêté serment. Donc les 45 jours, c'est passé. On ne va pas revenir sur des 45 jours qui n'existent pas. C'était dans la foulée des 45 jours que s'il y avait à s'opposer, s'il y avait à dire qu'on n'était pas d'accord, il y avait à le dire. Mais une fois que les 45 jours sont passés, on ne va pas retourner aujourd'hui pour dire qu'on retranche ces 45 jours. Vous regrettez aujourd'hui? Non, attendez. Oui. Quand je sors, je vois que mon pays fait face à un autre défi. Un défi qui m'obsède et qui m'alerte.
C'est que nous sommes dans un basculement historique qui peut faire perdre notre pays. Comme les pays sont en train de tomber. Quand moi je rentrais en prison, les terroristes n'avaient pas encore commencé par faire des victimes innocentes sur notre sol et aux frontières des pays qui nous sont proches. Quand je rentrais en prison, il n'y avait pas la guerre de l'Ukraine. Si on avait vécu le Covid, mais on n'avait pas su qu'à la fin du Covid, le monde changerait et que des puissances énormes se dresseraient maintenant pour conquérir ce qu'ils pensent être leur heure. Pendant ce temps, notre pays est dans l'épreuve. Quelle peut être ma contribution? Est-ce que je continue avec les vieilles rancœurs? Est-ce que je dis, on m'a enfermé, et celui qui m'a enfermé est mon ennemi? Est-ce que le président Talon, il n'est pas mon ennemi? Parce que je le dis, je le répète. C'est lui qui vous a enfermé? Mais écoutez, c'est de lui dont j'ai critiqué la prolongation des 45 jours. Par ailleurs, le procureur a estimé que mes propos étaient attentatoires. Et donc, quand je sors, ce n'est pas pour ça. En réalité, c'est passé. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, nous l'a dit Héraclite. Tout coule et tout passe. Donc, quand je sors, le pays fait face à une nouvelle réalité. Et le pays a à la tête un chef qui se débat et qui est dans l'épreuve, qui trace son chemin dans les orages. Qu'est-ce que je fais en tant que patriote? Je fais quoi? Je m'arc-boute contre lui, je ressasse les vieilles rancœurs, ou je rentre dans l'orage avec lui, je décide de l'aider et de contribuer à rassembler davantage ceux qui pensent que je peux être un modèle pour eux, qu'ils peuvent me suivre. Est-ce que je leur dis rassemblez-vous davantage autour du chef de l'État, parce que ce qui est en jeu, c'est pas l'avenir économique, c'est pas l'avenir politique de Fred Renaud. C'est pas mon avenir politique. C'est encore moins l'avenir du président Patrice Talon. Mais c'est l'avenir du Bénin. Et moi, j'ai aujourd'hui la quarantaine. Je suis relativement jeune. Mais je suis aussi relativement vieux. Comme le dit Madame de Maintenon, nous sommes tous des contingents. Même l'enfant qui vient de naître est assez vieux pour mourir. Donc, dans ma perspective aujourd'hui, je pense à moi, mais je pense beaucoup plus à mes enfants et aux enfants du Bénin qui, en ce siècle, se cherchent. Et je dis, quel pays on peut leur laisser? C'est ma question, Stan. Aujourd'hui, la conclusion à laquelle je suis arrivé de toutes ces 19 ou 20 années d'engagement politique, c'est la seule question que je me pose en 2024. Quel Bénin est-ce que nous devons laisser à nos enfants? Donc, j'ai à cœur, au cœur de mon engagement personnel, avant d'être membre du parti politique blanc républicain, j'ai au cœur de mon engagement personnel une obsession permanente, la transmission. Et c'est ce que je vous souhaite, Stan, d'avoir au cœur, et à nos concitoyens qui nous souffrent, ce mot magnifique. Ayez au cœur la transmission, c'est-à-dire quel pays on va transmettre à nos enfants. Parce que qu'est-ce qu'un pays si ce n'est pas une transmission? Transmettre le flambeau de main en main, de génération en génération, pour éviter à notre humanité l'obscurantisme. Et donc, comment on fait ça? Comment on construit ça? Les autres peuples qui nous entourent ne nous attendront pas. Dans 20 ans, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé du monde. Stan, si les Nigériens ne s'en sortent pas, si le Bénin n'est pas économiquement, militairement fort, on peut venir prendre nos territoires ici. Stan, comment on s'en sort? Il y a des réalités aujourd'hui qui doivent préoccuper les acteurs politiques. C'est dans le monde en rupture dans lequel nous sommes, comment on s'en sort? Avec nos chômeurs. Est-ce que nous avons la chance de faire la compétition en tête? Avec nos industries sinistrées. Aujourd'hui, il y a une politique d'industrialisation du pays qui a commencé par ce formidable travail que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, a fait à Glodjigbe. Mais si on s'en arrête là, il y a 10 000 personnes à Glodjigbe, alors que nous avons sensiblement peut-être 3 millions de chômeurs. Il y a peut-être 1 million, si mes chiffres sont exacts, qui ne sont ni à l'école, ni dans une formation, et qui sont dans la rue, et qui constituent une véritable bombe à retardement. Depuis 2 ans, j'alerte la classe politique nationale
dans mes sorties, dans mes discours, dans mes analyses, Mm. sur le monde en rupture dans lequel nous sommes et les défis qui nous assaillent. Mm. Et je dis aux partis de la mouvance, soyons lucides. Et je dis aux partis de l'opposition, le populisme et la démagogie ne vont pas nous aider à résoudre le problème. Mm. Patrice Talon partira du pouvoir en 2026. Mais quel que soit le président que nous aurons, il fera toujours face à un monde en crise. Comment on le fait? On ne peut pas faire face à ça sans nous rassembler. Mm. Et donc, voilà les convictions qui sont les miennes. Voilà D'accord. la passion du Bénin qui m'anime. Donc, Ouais. conclusion Ouais. de 20 ans, c'est là où j'en suis. Mm. Alors, est-ce que je suis moins politicien que ceux qui ont été députés plusieurs fois, que ceux qui ont été ministres plusieurs fois? Je ne crois pas. Mm. Parce que Vous regrettez cette parenthèse-là, vous n'avez pas occupé de très grands postes de responsabilité, non, des parce que postes nominatifs. les grands postes de responsabilité, Mm. ça ne dépend ni de votre compétence, Mm. ça ne dépend ni de votre savoir-faire. Ce n'est pas sans chercher, sans Non. avoir cherché non Non, plus. non, pas du tout. Ça dépend. Bien sûr, j'aurais voulu être Mm. plus utile à mon pays Mm. dans des cercles de décision donnés. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Ça dépend de celui qui choisit. Mm. Ça dépend des priorités de celui qui choisit. Mm. Stan, ça saute aux yeux mes convictions. Mm. Ça saute aux yeux les valeurs que je porte. Mm. Ça saute aux yeux l'engagement qui est le mien, la passion que j'ai pour mon pays, ce que j'ai envie que mon pays soit. Mais ça peut ne pas rencontrer l'assentiment d'un décideur ou d'un dirigeant à un temps donné, à un temps T. Mais je ne me décourage pas. Mm. Je continue de forcer. Mm. Vous savez, Nicolas Sarkozy a dit un jour, et je le répète sans prétention aucune, le leader, personne ne le fait. Mm. Il se fait tout seul. Dans la difficulté, dans la peine, il tombe, il se relève. Mm. Mais tant qu'il n'abandonne pas, il finit toujours par y arriver. Je suis patient, je suis passionné et j'ai une folle envie de laisser mon nom dans l'histoire de mon pays de façon positive. Donc, j'y arriverai. Mm. D'accord. C'est sans aucun doute. D'accord. Je suis quand même content de votre conviction sur cette question-là. On va sortir finalement de cette émission. On a largement dépassé le temps d'ailleurs. Fred Penou, on vous a vu quand même dans ce pays avec les Fous du Roi. Vous êtes fait appeler les Fous du Roi sous Boni Yahi. Vos camarades Lucien Médico et Frédéric Béhanzin, ils vont bien? Oui, je sais qu'ils vont très bien. C'est Vous vrai voyez que encore? Médico, ça fait un long moment, je l'ai vu, mais je sais qu'il se porte bien. Je sais qu'il continue aussi sa passion au service du Bénin et des Béninois. Je crois qu'il est beaucoup plus maintenant vers les têtes couronnées. Donc, je crois qu'il continue d'exercer sa passion pour le Bénin. Vous regrettez cette période-là? Non, non, non. Je pense que ça fait partie de l'histoire d'une vie. Et puis, Fou du Roi, c'est pas qu'on avait perdu le bon sens. Beaucoup de nos concitoyens ont toujours voulu voir ça de façon péjorative. Mais le Fou du Roi, vous savez que dans l'histoire, c'est celui qui a évité la faillite et la famine au royaume. Et donc, je pense que nous avions fait ce qu'on avait à faire. Vous étiez financé par qui à l'époque? On n'était pas financé. Du moins, on était financé par nous-mêmes. Parce que pour faire de la politique, il faut avoir les moyens de ses ambitions quand même. Parce qu'à l'époque, on avait tous une fonction plus ou moins politique. Et donc, on mutualisait les moyens et les forces pour pouvoir agir ensemble. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Stan, c'est moi qui suis très heureux d'être passé sur l'émission. Enfin, tellement d'invitations et je n'ai pas pu vraiment honorer. Je te remercie. Je remercie votre équipe. Je remercie les internautes, tous ceux qui nous suivent sur votre plateforme. Et merci. Je voulais, si je peux, te tutoyer enfin. Je te dis toutes mes félicitations pour ton parcours aussi. Merci. Ça fait, je crois, 14 ans. Oui, tout à fait. Parce que je sais que tu es entré dedans en 2010. Exactement. Et donc, beaucoup de... Vous avez de la mémoire. Ah ben oui, on était là. Et puis, moi, je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Je te souhaite d'aller le plus loin possible. Merci. D'être passionné, je sais que tu l'es, pour ton pays. C'est la Providence qui récompense. Un jour, la Providence te récompensera. Merci. Merci et
agréable journée à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup et c'est avec une forte émotion que je reçois vos prières. Ça me touche beaucoup. Mesdames et messieurs, vous aurez remarqué, on a reçu Fred Kouenou. Il est acteur politique ici au Bénin, membre du parti Bloc républicain. Il est un membre de ce bureau politique-là. Avec lui, on a passé d'agréables moments à discuter des questions majeures de l'actualité socio-politique. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien.